Bonjour, tout d'abord, je remercie le docteur Gasmi pour cette invitation au congrès de médecine intégrative et de forum intégratif. Ma présentation concernera la thyroïde et la ménopause, puisque ce congrès est dédié à la thyroïde. Je me présente d'abord moi-même, je suis docteur Marc Net, je suis gynécologue de formation ayant exercé en obstétrique, en chirurgie gynéco et endoscopie et en procréation médicalement assistée avant de me tourner vers la médecine fonctionnelle qui utilise la nutrition, la micronutrition et en particulier aussi les traitements hormonaux substitutifs en étayant cette hormonothérapie que j'ai pu réaliser en travaillant avec la clinique Airtoc depuis plusieurs années. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est thyroïde et ménopause. C'est un, un sujet qui me tient à cœur puisque depuis de nombreuses années, en tant que gynécologue, j'ai traité des ménopauses par des traitements hormonaux substitutifs, mais depuis quelques années, en élargissant la prise en charge hormonale, j'ai découvert que les traitements d'hypothyroïdie, en particulier subcliniques, étaient souvent associés avec la ménopause et qu'il y avait beaucoup d'interdépendance sur le plan métabolique entre cette ménopause et ces hypothyroïdies subcliniques. Et sur le plan pratique, en plus, le traitement combiné, quand on associe le traitement de la thyroïde avec le traitement de la ménopause, en général, ce qui permet d'obtenir des résultats qui sont cliniquement beaucoup plus satisfaisants. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment des bases physiologiques entre les hypothyroïdies subcliniques et les traitements de ménopause et les troubles liés à la ménopause? On sait que la ménopause, c'est un phénomène inéluctable qui va arriver de toute façon. On sait aussi que les hypothyroïdies subcliniques, c'est-à-dire non pathologiques pour forcément une spécialité d'endocrinologique, on sait que les hypothyroïdies augmentent avec l'âge et on sait qu'après, autour de 50 ans, ce qui est un peu l'âge moyen de la ménopause, ça arrive à des taux de jusqu'à 30%, voire plus. Alors, la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a une relation entre thyroïde et ménopause? La première question, ben, on tape sur Google et on fait thyroïde et ménopause, et là, on trouve foultitude d'articles et de comptes rendus qui associent les troubles de la thyroïde, de la ménopause sur plusieurs pages. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a bien plus. Et donc, sur Google, thyroïde ménopause, il y a plein d'articles qui font cette association de façon plus ou moins évidente chez les professionnels de santé. Par contre, quand on tape PubMed et qu'on recherche des articles un peu plus scientifiques sur l'association thyroïde-ménopause, eh bien, on trouve assez peu de choses et qu'il y a peu d'influence réelle entre la thyroïde et la ménopause, à part quelques modifications de la TSH et quelques articles qui signalent une baisse de T3 au niveau de la thyroïde, mais surtout en post-ménopause. Cette discordance, elle existe entre la réalité clinique et les données scientifiques. Et cette discordance nous rappelle que les mêmes problèmes qu'on a avec l'hypothyroïdie subclinique et l'hypothyroïdie maladie, et en particulier les rapports qu'il existe entre la T3 et la T4 et la reconnaissance de l'importance de la T3 par rapport à la T4 par les endocrinologues en général. Donc, sur Google, on voit de façon évidente une relation entre les deux. Sur PubMed, il y a peu d'articles, pas de modification de la TSH. Donc, on voit les articles effectivement qui montrent que bah, entre la relation entre la ménopause et la thyroïde, il y a très peu de choses qui existent et il y a une peu de clarté avec les effets entre la thyroïde et cette ménopause. D'autres articles montrent aussi que en pré, en post-ménopause, et il y a sur un groupe de femmes relativement importante, et il n'y a pas de différence notable, à part une petite augmentation de la TEBG et un peu une diminution des hormones circulantes, mais plutôt en fonction de l'âge et pas en fonction de la ménopause toujours. Et donc, il existe même des différences physiologiques de la fonction thyroïdienne, mais qui ne sont pas dues à la modification de la TSH. Donc,
de doser la TSH et même la T4 n'est pas souvent un élément très discriminatif sur le plan clinique. Donc la seule différence significative qui existe dans les articles, c'est qu'il y a une diminution de la T3, mais 3 ans après la ménopause, vraiment en post-ménopause, mais ce qui correspond effectivement à une diminution classique avec l'âge. Et donc, comme on ne peut pas se reposer sur les tests biologiques et même pas tellement sur le plan clinique, on voit effectivement que beaucoup d'études montrent que les symptômes thyroïdiens et les anomalies de la thyroïde sont très semblables avec les signes cliniques qui arrivent au niveau à partir de la ménopause. Et on le voit ici dans des schémas où on note les signes cliniques de la ménopause, de l'hypothyroïdie et même de l'hyperthyroïdie. Et on trouve une similitude qui est relativement claire entre différents signes cliniques, à la fois psychiques et physiques. On retrouve tout à fait les mêmes signes cliniques. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? C'est une absence de corrélation à la fois clinique, puisque les signes se mélangent entre l'hypo, l'hyper et la ménopause, et aussi les signes de la thyroïde. Alors, pour la ménopause, le dosage des oestrogènes et progestérone ne sert pas à grand-chose, à l'exception peut-être de la FSH qui commence à monter en préménopause et qui est quand même un bon signe indicateur de la baisse d'activité ovarienne. Et puis, les signes de dystéroïdie, on sait que le dosage des TSH, T4 et T3 dans le sang n'est pas toujours forcément relayé aux signes cliniques qu'on peut obtenir dans les hypothyroïdies subcliniques. Et donc, on se retrouve dans la même situation avec la thyroïde et avec la ménopause, c'est-à-dire que les signes cliniques se confondent, les signes biologiques ne sont pas forcément fiables, et donc il n'y a aucune corrélation clinico-biologique entre les deux. Là encore, on voit que les symptômes d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, de ménopause se confondent un petit peu en dehors de certains signes plus particuliers, mais globalement, sur les signes cliniques ressentis, on peut très bien se tromper entre l'un et l'autre. Alors, pour parler d'une chose, c'est que la thyroïde et ménopause, il y a un lien évident, mais en particulier le problème, et c'est souvent cliniquement le problème entre la vraie ménopause installée, le problème c'est souvent la préménopause. Et en préménopause, qu'est-ce qu'il existe? Il existe un symptôme toujours cliniquement évident, qui ne se traduit souvent pas par la biologie, c'est la dominance œstrogénique en préménopause. C'est-à-dire que quand il y a un cycle ovulatoire, on a un cycle avec une alternance d'œstrogène et de progestérone, mais quand on n'a plus vraiment de cycle ovulatoire en préménopause, globalement après 45 ans, en fait, on se retrouve avec un cycle qui est toujours régulier, mais une ovulation qui ne l'est pas. Donc, s'il n'y a pas d'ovulation, s'il n'y a pas bonne ovulation, il n'y a pas de bonne progestérone. Et donc, on se retrouve globalement avec une hyperœstrogénie relative par manque de progestérone. Et ça induit un certain nombre de problèmes, surtout que cette hyperestrogénie, elle n'existe pas forcément tous les cycles. Il y a un cycle, il va y avoir une hyperestrogénie, le cycle suivant, il y aura une ovulation correcte, ce sera un cycle normal. Donc on alterne un cycle potentiellement bien, un cycle en hyperestrogénie, ou deux, trois cycles en hyperestrogénie, et puis un cycle normal. Et donc, c'est très difficile puisque ça fait un peu des montagnes russes au niveau des taux hormonaux. En plus, c'est une période souvent avec ces hyperestrogénies, il y a le stress des changements métaboliques qui crée un hypercortisolisme, un hyperinsulinisme. Et donc, on a en plus derrière tout ça une répercussion des oestrogènes sur le métabolisme des catécholamines et on a énormément de changements psychologiques qui sont dus à cette espèce de bousculement métabolique qui passe d'une hyperoestrogénie à une hypoœstrogénie. Et là, on voit encore dans ce tableau que les signes de périménopause vont se surajouter et être un petit peu différents avec beaucoup plus de troubles psychologiques et une alternance peut-être, on va le voir, d'hypo et peut-être d'hyperthyroïdie. Alors, c'était un exemple pour montrer que les œstrogènes qui augmentent la TEBG, qui diminuent les récepteurs aux œstrogènes et qui augmentent
la RT3, créent globalement une hypoœstrogénie. Et donc, typiquement, c'est un petit peu caricatural, mais c'est une femme de 35 ans, on lui enlève les ovaires et qu'on lui donne un traitement œstrogénique de substitution, qu'est-ce qu'on va faire? Par les œstrogènes, on va diminuer sa thyroïde et on va lui créer une hypothyroïdie. Et en fait, le, 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 le problème dans tout ça, c'est que le traitement œstrogénique va entraîner une hypothyroïdie et que cliniquement, on va combler son hypoœstrogénie, mais on va créer une hypothyroïdie subclinique qui va lui créer un certain nombre de problèmes cliniques, dont la prise de poids, dont l'apathie, la fatigue, etc. Donc, globalement, on peut dire que l'estradiol favorise l'hypothyroïdie en augmentant les transporteurs, en diminuant les récepteurs et en diminuant la T3. La progestérone, elle, favorise plutôt l'hyperthyroïdie par un effet contraire, c'est en augmentant la T4. Donc, on va avoir la progestérone, un manque de progestérone dans les cycles hyperœstrogéniques. Quand on rajoute la progestérone, on va aussi traiter un petit peu indirectement la thyroïde en augmentant un petit peu la fonction thyroïdienne. C'est pour ça qu'il est important en préménopause, et c'est très très fréquent et c'est très peu pris en charge par les gynécologues, de compenser cette progestérone en deuxième partie de cycle en particulier. Les androgènes, eux, favorisent aussi un petit peu l'hyperthyroïdie, toujours par action sur la thyroxine binding globuline et en augmentant un peu la T4, mais euh, donc un effet plutôt positif parce que c'est une hormone essentiellement anabolique. La DHEA favorise aussi l'hyperthyroïdie indirectement, puisque la DHEA est un peu une pré-testostérone quelque part ou un pré-androgène. Donc, il aura le même effet de faciliter un peu l'hormone thyroïdienne. Et l'hormone de croissance également, qui est une hormone également anabolique, permet d'augmenter les taux de T3 dans le sérum et qui va augmenter l'effet thyroïdien. Le cortisol, lui, un cortisol faible va plutôt favoriser l'hypothyroïdie. Et c'est le leitmotiv du docteur Aizimon que je remets un petit peu en lumière, c'est que le stress causé dans les périodes de ménopause ou de préménopause ou de périménopause va entraîner une fatigue hormonale et une fatigue des glandes surrénales qui va finalement entraîner une hypocortisolémie, une baisse du cortisol qui va souvent se compenser par un excès de l'adrénaline et des neurotransmetteurs qui vont entraîner plus de symptômes neuropsychiques. Et cette baisse de cortisol va faire qu'il y a une augmentation de la transformation de T4 en T3, mais va créer des problèmes et souvent une intolérance au traitement thyroïdien, ce qui est important. Donc, toujours penser que s'il y a une insuffisance surrénalienne, il y aura plus souvent d'intolérance au traitement de supplémentation thyroïdienne. La mélatonine également régule la thyroïde de façon assez faible, mais il y a un effet sur l'hypophyse pour réguler la T4 et qui agit au niveau plutôt cérébral. Donc, au bout du compte, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement thyroïdien dans la ménopause? Oui, et on constate cliniquement quand on fait un traitement de supplémentation thyroïdienne en même temps que le THS, on a une amélioration marquée des symptômes de type ménopausique et après traitement du dysfonctionnement thyroïdien. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut voir un petit peu comme un couple en balance. Le traitement substitutif hormonal de la ménopause et le traitement substitutif d'une hypothyroïdie subclinique associée. On retrouve aussi une amélioration des symptômes de la ménopause quand il y a une prise en charge de la thyroïde chez les femmes ménopausées. Donc, la définition de la ménopause, c'est l'arrêt des sécrétions d'œstrogènes. En fait, en hypoœstrogénie, on devrait avoir une hypothyroïdie
une hyperthyroïdie plutôt qu'une hyperthyroïdie. Par contre, c'est une erreur dans la transcription. Donc, parce qu'en baissant les oestrogènes, on facilite plutôt l'hyperthyroïdie. Voilà, je confonds. Mais si on a un effet isolé des oestrogènes, on a une hyperthyroïdie. Mais la résultante de ces modifications hormonales, les uns agissant sur les autres, euh, qui sont induites globalement par la chute des estrogènes, aboutit à un ralentissement thyroïdien et une hypothyroïdie fonctionnelle. Et en endobiogénie, qui est une médecine intégrative, on peut l'expliquer de cette façon, c'est que la suppression d'un axe anabolique qui sont représentés par les hormones sexuelles et qui s'équilibrent avec une freination de l'axe catabolique qui est de la thyroïde. Donc, pour équilibrer et baisser l'axe catabolique, il faut freiner la thyroïde. Et donc, pour avoir un équilibre fonctionnel métabolique. Et en plus, parallèlement à ces deux hormones, il y a l'axe surrénalien qui favorise plutôt l'adrénaline par rapport au cortisol et, et il y a l'axe aussi hormone de croissance IGF-1 qui intervient et qui va favoriser l'insuline et donc entraîner une insulinorésistance. Donc on a le côté hormones sexuelles, on a le côté hormones thyroïdiennes, on a le côté cortisol et on a le côté euh, insulinorésistance et donc prise de poids, le stress et les troubles de l'humeur, etc. Donc, en conclusion, tout changement métabolique, physique, psychique inexpliqué chez une femme après 35 ans doit faire rechercher des signes de dominance œstrogénique et puis qui vont être suivis par la périménopause et puis la ménopause installée. Donc, dans tout ça, la clinique, c'est la base. La biologie, c'est certainement nécessaire pour se situer, mais n'est pas très informative, en tout cas pour les troubles fonctionnels, sachant que de toute façon, dans plus de 30% des cas, on associe à des troubles hormonaux sexuels une dysthyroïdie de principe. Donc la prise en charge doit non seulement tenir compte du double déficit œstrogène, progestérone d'un côté, thyroïde de l'autre, mais aussi de tous les autres axes hormonaux qui sont associés, comme le cortisol et les surrénales, le système hormone de croissance IGF-1, les neurotransmetteurs, qui sont influencés obligatoirement par les œstrogènes et l'axe thyroïdien. Et donc, au bout du compte, l'hormonothérapie est-elle nécessaire? Oui, parce que une glande, il est certain qu'il est intéressant qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle, micronutritionnelle et phytothérapique. Mais un ovaire qui ne fonctionne plus, la phytothérapie est souvent plutôt régulatrice d'une activité hormonale, mais ne va pas remplacer une hormone. Quand l'ovaire s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de production d'œstrogène, il n'y a plus de production de progestérone, ni éventuellement de testostérone. Donc les plantes ne peuvent pas réguler une glande qui ne fonctionne plus. Donc l'hormonothérapie, à un certain moment, devient pour moi indispensable et la phytothérapie dans les symptômes de ménopause n'a souvent pas des résultats très probants. Par contre, une hormonothérapie substitutive dans les heures qui suivent est efficace pratiquement systématiquement. Donc, est-ce que l'hormonothérapie est nécessaire? Oui, dans le cadre de la ménopause. Après, on peut se poser des questions. Quand la glande fonctionne encore, comme une thyroïde subclinique, elle peut être traitée parce qu'on peut favoriser le travail de cette glande. Mais quand vraiment les hormones sont insuffisantes, malheureusement, souvent, pour être efficace, il faut faire une substitution hormonale. Et alors, la question qui est dans une médecine intégrative, souvent on utilise des médecines naturelles, les hormones sont jugées comme étant non naturelles. Alors, c'est un dernier mot, c'est de dire, souvent on dit, ah, on ne va pas prendre des hormones, mais on va prendre des phytoœstrogènes. C'est un petit peu bizarre comme raisonnement, puisque des phytoœstrogènes, c'est des œstrogènes de plantes, et donc la plante, c'est une autre espèce. Nous, les humains ne sont pas des plantes. Donc, de donner une hormone bioidentique et biodisponible, eh bien, c'est plus naturel que d'avoir ou même des aliments ou des phytohormones. Donc, pour moi, l'hormonothérapie est parfaitement naturelle. Il n'y a pas plus naturel puisque la molécule n'est pas identifiée comme étrangère et qu'elle fait partie de notre métabolisme. Donc, en conclusion, oui, l'hormonothérapie est naturelle, bien sûr, dans des limites physiologiques et cliniques efficaces. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention pour dire que
prise en charge de la ménopause, ça inclut essentiellement et très souvent une prise en charge de la thyroïde. Merci beaucoup et merci au docteur Gaspi.